On prend des centaines de décisions d'achat chaque jour, souvent sans même y penser. Mais au fond, qu'est-ce qui guide vraiment nos choix? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer un peu toutes ces forces invisibles qui façonnent nos habitudes. Allez, imaginez la scène. On est là, au supermarché, planté devant le rayon des céréales. Ça a l'air de rien, comme décision, et pourtant ça cache une complexité assez fascinante. Et c'est là justement que ça devient intéressant. Parce qu'on a tendance à croire que nos choix sont purement rationnels, genre basés sur le prix, la marque, des trucs évidents quoi. Mais en réalité, la vérité, elle est beaucoup plus nuancée. Alors, c'est parti pour notre exploration. La question qu'on se pose, c'est à quel point nos choix de consommation sont-ils vraiment les nôtres? En fait, au cœur de chaque décision, il y a cette tension, un peu comme un tiraillement constant entre ce dont on a, vous savez, vraiment besoin et ce qui nous fait simplement envie. C'est un peu la bataille de tous les jours entre la raison et le désir. Bon, alors plongeons là-dedans, c'est un concept fondamental, parce que comprendre la différence entre un besoin et un désir, eh bien c'est vraiment la toute première clé pour décoder notre propre comportement. Franchement, la distinction est assez frappante, non? D'un côté, on a les besoins, c'est objectif, c'est universel, genre se nourrir, avoir un toit. De l'autre, les désirs. Là, c'est complètement subjectif, c'est personnel, et puis il n'y a pas de limite. Ça relève vraiment de l'envie, du superflu. Mais attention, la frontière n'est pas toujours aussi claire. Un même objet, vraiment le même, peut basculer de la catégorie désir à la catégorie besoin, juste à cause du contexte. Et cet exemple illustre ça parfaitement. Pour Hugo, l'ordinateur, c'est un luxe, c'est pour améliorer son loisir. Mais pour Sophie, c'est un outil de travail, c'est indispensable. On a donc le même produit, mais deux réalités complètement différentes. On voit bien que c'est le contexte qui change tout et qui définit la nature de l'achat. Ok, maintenant, allons un cran plus loin. Parce qu'au-delà de nos propres besoins et désirs, il y a tout un écosystème de forces extérieures qui vient orienter nos décisions. Alors oui, c'est le terme un peu technique, mais l'idée est toute simple. En gros, ce sont tous ces facteurs, souvent invisibles, qui expliquent pourquoi on consomme comme on le fait. Et pour y voir plus clair, on peut les ranger dans 3 grandes catégories. On va commencer par la sphère personnelle et sociale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos émotions, nos relations, tout ça joue un rôle énorme. Un achat qui paraît anodin peut être directement lié à un souvenir d'enfance, comme avec le Nutella qui rappelle la grand-mère, ou alors ça peut être une envie d'appartenir à un groupe, quelque chose qui est dicté par notre âge ou nos amis. Et regardez un peu ces chiffres, c'est assez parlant. L'âge, qui est un déterminant sociologique, a un impact énorme sur un truc aussi banal aujourd'hui que l'achat en ligne. Pour les plus jeunes, c'est presque un réflexe, alors que pour les plus âgés, c'est beaucoup moins évident. Ok, donc on a vu les influences psychologiques et sociales, mais après ça, il y a un facteur qui est juste incontournable et qui vient mettre des limites ou orienter nos choix, c'est l'argent bien sûr. Le pouvoir d'achat, en fait, c'est un peu le cadre du jeu. C'est lui qui définit ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. On peut avoir le plus grand désir du monde, subir la plus forte influence sociale, mais si le budget ne suit pas, eh bien l'achat ne se fait pas. C'est aussi simple que ça. Mais attention, la consommation, ce n'est pas quelque chose qu'on subit passivement. Ça peut aussi devenir un acte volontaire, une vraie façon d'exprimer ses convictions. Et c'est là que le consommateur peut vraiment reprendre le pouvoir. Quand on commence à faire des choix basés sur ses propres principes, l'acte d'achat, il se transforme. Il devient une véritable déclaration. Alors voilà une approche très concrète pour ça, notamment pour une consommation plus écologique. Et attention, ce n'est pas juste une liste, c'est une hiérarchie, il y a un ordre. L'action la plus efficace, c'est de refuser dès le départ. Le recyclage qu'on voit souvent comme la solution miracle, en fait, il n'arrive qu'à la toute fin, en dernier recours. Bon, tout ça c'est bien beau, mais comment est-ce que ça s'articule dans le monde réel? On va voir comment le simple fait de remplir son panier de courses peut devenir un acte qui est vraiment lourd de sens. Prenons un exemple très concret, celui du mouvement des Gilets verts. C'est un cas d'école qui montre comment un groupe de citoyens a décidé d'utiliser son pouvoir de consommation de façon collective pour envoyer un message politique hyper fort. Et cette citation, elle est puissante. Elle donne une voix, un toit émotionnel incroyable à ce mouvement. On n'est plus du tout dans une simple question de produits à acheter ou pas, on parle de dignité humaine, de justice. Là, on voit très clairement comment des déterminants qui ne sont pas du tout économiques peuvent devenir les moteurs principaux d'un choix. Le boycott, au final, c'est une action citoyenne qui se sert de l'économie comme d'un levier pour provoquer un changement, à la fois politique et écologique. Et voilà, c'est vraiment ça le message central. Une fois qu'on comprend ces forces qui nous influencent, on peut passer du statut de consommateur un peu passif à celui d'un véritable acteur engagé. Parce que chaque euro qu'on dépense, il soutient un système, une entreprise, des valeurs. Du coup, la question reste ouverte. Maintenant qu'on connaît un peu mieux ce plan caché, ses influences, est-ce que le prochain choix d'achat sera différent?
En tout cas, une chose est sûre, il sera plus éclairé.